Dans le second volet de cette étude, l'objectif est d'implémenter plusieurs niveaux pour le joueur. Donc au premier niveau, qu'on connaît déjà, il y a de l'herbe avec des murs. Au second niveau, se rajoute de l'eau. Donc le personnage va se trouver face à des étendues d'eau. Et quand il entre dans l'eau, il faut qu'il appuie 2 fois sur une touche pour pouvoir avancer de 1 pas. À chaque pas, il perd une vie. Au niveau suivant, au 3e niveau, il y a en plus du feu. Donc à ce moment-là, le feu, c'est les étendues jaunes. Quand le personnage entre dans le feu, il doit appuyer 3 fois sur une touche pour faire un pas, et il perd 2 vies à chaque pas. Voilà. Au 4e et dernier niveau, la dernière épreuve, ce sont des marécages. Donc le personnage, quand il est dans les marécages, il doit appuyer 4 fois sur une touche pour faire un pas. Voilà, donc il est pénalisé et en plus il perd des vies. Voilà, alors vous voyez que ici on a le compteur des vies qui n'est pas bloqué, hein, qui peut passer en négatif. Bon, après il y a des petits réglages comme ça à rajouter. Pour tester, on peut passer d'un niveau à l'autre en appuyant sur la touche Enter, tout simplement, comme ça. À chaque fois, la partie est réinitialisée au niveau suivant. Alors pour implémenter les niveaux, je suis parti de Aventure 1. J'ai créé un nouveau projet que j'ai appelé Aventure 2. J'ai recopié le précédent et j'ai commencé à réfléchir comment on fait pour implémenter ces niveaux. Alors évidemment, on peut se douter qu'il y aura plusieurs matrices, une par niveau. Mais il y a plusieurs façons de disposer de ces matrices et c'est très important de faire un choix au départ parce que ensuite on en sera dépendant pour toute la construction qui viendra par-dessus. Le premier choix que j'ai fait, c'était celui-ci en fait. J'ai pensé faire comme ça. Voilà, donc un tableau à 3 dimensions. Et donc j'ai 4 niveaux, hein. Donc là j'ai défini un dies define pour ça. Et là, vous voyez, j'avais pensé à faire un tableau. Vous voyez, c'est NIV, c'est un tableau de quoi? De tableau de TY par TX. Int. Hein. J'avais fait comme ça. Et j'ai écrit tout le programme comme ça. Mais ensuite, c'était pas top. Il y avait des problèmes qui se posaient parce que l'inconvénient de ça, c'est que je ne peux rien rajouter. Je ne peux rajouter aucune information pour chacun des différents niveaux. Du coup, j'ai opté plutôt pour cette structure de données-là. C'est-à-dire que j'ai créé une structure que j'appelle niveau, et dans cette structure, j'ai premièrement la Terre, c'est-à-dire le terrain, enfin le plan, ce que vous voulez, qui est la matrice de TY par TX int. Et là, du coup, je vais pouvoir rajouter des choses si j'en ai besoin. C'est-à-dire que et après, je fais un tableau, effectivement, niv, de niveau max. De niveau max quoi? Niveau, comme ça. Structure, niveau. Mais l'intérêt, la grosse différence entre ça et ça, c'est que dans cette seconde version, je peux rajouter ici, int, ce que je veux. Je peux rajouter des informations pour chacun des niveaux, et c'est ce que je ferai dans les études qui viendront après. Alors, ensuite, comme il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs natures de terrain, j'ai dû compléter notre enum. Donc j'ai rajouté, après le mur, l'eau, le feu, les marais, et ici, sol max, ça me donne une terminaison pour mon enum. Une autre chose très importante, c'était la couleur, la gestion de la couleur. Donc là, j'ai un tableau qui contient toutes mes couleurs de fond et qui s'appelle color fond et qui donc a sol max valeur. Voilà. Et pour les niveaux, je vais avoir plusieurs fonctions, les 3 fonctions suivantes. Alors évidemment, j'ai complété tout cela dans le fichier niveau.c. Alors, la déclaration, elle se fait toujours en dur, comme ça. Donc j'ai mon tableau de niveau ici, je l'initialise. Alors le premier élément, c'est la matrice, donc je l'initialise comme ça.
virgule. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Donc, directement derrière, je peux mettre la seconde matrice, hein, qui est ici. Et normalement, il y a de l'eau, c'est le 3. Tout ce qui est la valeur de 3, c'est l'eau qui a été rajoutée. Hein. Par exemple, ici, là, j'ai un petit étang, voilà. Ensuite, j'ai la troisième matrice où on ajoute du feu, c'est le numéro 4. Alors évidemment, c'est pas très facile de dessiner avec des nombres comme cela. Et je me suis pas appliqué plus que ça pour faire un beau design. J'ai mis ça plus tard. Voilà. Et le dernier niveau, le voilà, où là on a du 5, c'est-à-dire qui correspond au marécage. Bon. Donc voilà comment j'ai pu réfléchir en fait ma structure de données pour toutes les matrices. Hein, voilà, donc si je ferme, voilà. Alors, ça c'est important, c'est une variable globale au fichier niveau.c qui m'indique quel est le niveau courant, hein, à quel niveau on se trouve. Donc 0, ce sera le premier niveau. Hein. Alors cette variable est statique, c'est-à-dire qu'elle n'est visible que dans ce fichier-là. Et ici, on a la définition du tableau des couleurs de fond. Donc on en a sol max, hein, il y en a une par nature de terrain. Donc quand c'est rien, c'est du vert, hein, c'est vert décalé de 4 bytes sur la gauche pour que ce soit une couleur de fond. À chaque fois, c'est des couleurs de fond, sauf sur le bord, où c'est uniquement la couleur de la lettre qui est bright blue. Donc elles sont toutes décalées, sinon, pour les autres, elles sont toutes décalées sur la gauche de 4 bytes pour que ça donne la couleur du fond. Et à chaque fois, j'afficherai des espaces pour n'afficher que le fond. Voilà, donc ça c'est un tableau qui va jouer un rôle extrêmement important puisque ça permettra... J'aurais besoin de savoir quelle est la couleur du fond pour effacer le joueur à chaque fois qu'il se déplace. Quand il est sur du marais, je dois l'effacer avec la couleur de marais. Donc là, ça posait en fait plein de petits problèmes algorithmiques, simplement cette implémentation des différents niveaux. Alors j'ai décidé également d'utiliser, plutôt que d'utiliser la variable le niveau sur les autres fichiers, de toute façon je ne pourrais pas puisqu'elle est statique, ça veut dire que je suis obligé de faire des fonctions comme celle-ci qui retournent le niveau courant. Donc ça veut dire que quand je serai dans un autre fichier, j'utiliserai cette fonction pour connaître quel est le niveau courant. Le niveau suivant, je l'obtiendrai tout simplement comme ça. Donc j'incrémente le niveau. Hein, c'est le niveau égale le niveau plus 1 modulo niveau max, de façon à être sûr de toujours rester dans mon tableau de niveau. Et il y a une modification importante qui concerne la fonction d'affichage. Le principe de la nouvelle fonction d'affichage est le même que celui de l'ancienne. Pour rappel, voici l'ancienne. Donc on parcourt la matrice, donc en YX, et pour chaque position dans la matrice, selon la position, on va récupérer une couleur et une lettre. Donc si c'est rien, c'est 0, la lettre c'est l'espace, bord, couleur 9, lettre au hasard, et mur, couleur 12, lettre, espace. Et une fois qu'on a récupéré lettre et couleur, on fait l'affichage de cette lettre avec la couleur. Le principe de la nouvelle version est le même, sauf que l'écriture diffère un petit peu. Donc on a toujours bien sûr le parcours de la matrice, donc en YX. L'accès au terrain n'est pas tout à fait pareil, donc plus exactement l'accès au niveau a changé. Donc là on a un tableau de niveau et on a la variable le niveau qui nous donne le niveau courant. Donc div de le niveau, ça nous donne le niveau courant, c'est une structure, donc point, terre, le terrain qui lui correspond. Donc terre de YX, ça sera donc l'ensemble ici va nous donner la valeur de sol sur laquelle se trouve par exemple le joueur quand il avance. Alors si sur cette case il y a du rien, c'est-à-dire si ça vaut rien, à ce moment-là, je récupère la couleur correspondante dans le tableau color fond, hein, qui se trouve ici. Et là,
j'ai bien sûr repris l'ordre des indices, enfin de l'enum. Donc l'enum correspond en fait à chacun des indices du tableau des couleurs. Donc pour rien, c'est-à-dire l'herbe en quelque sorte, j'ai cette couleur-là. Si c'est du bord, j'ai cette couleur-là, c'est-à-dire à l'indice 1, j'ai cette couleur-là. À l'indice 2, c'est-à-dire si c'est du mur, j'ai cette couleur-là. À l'indice 3, c'est l'eau, j'ai cette couleur-là. L'indice 4, j'ai du feu avec la couleur correspondante, et pareil pour le marais. Ce qui fait que, voilà, donc ici, je fais la même chose, donc je récupère, si j'obtiens rien, je récupère la couleur dans mon tableau de couleur fond. Et ça, c'est vrai, donc si c'est bord, je prends la couleur correspondante, si c'est mur, etc. Alors ça peut s'écrire en fait en 2 lignes de code, grâce à la correspondance qu'il y a entre la valeur de sol, celle-là, et le tableau, les indices dans le tableau de couleur de fond. Alors je vais pouvoir l'écrire de cette façon-là. Donc ça, je vais le mettre en commentaire. La couleur, je vais la récupérer de cette façon. Ça va être égal color fond. Color fond. De quoi? Eh bien, de ça. C'est-à-dire, je vais prendre directement la valeur de sol. Ici. Voilà. Ce qui va me donner tout de suite la couleur. Et la lettre, comme il n'y a qu'une seule modification, c'est celle-là. C'est quand on est sur le bord. Je vais regarder si on est si la couleur correspond à une couleur de bord. Donc je vais faire est-ce que color, est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est différent de color fond? Donc color fond de bord. C'est-à-dire ce que j'ai récupéré là, est-ce que je suis sur du bord ou pas, quoi. Si ça c'est vrai, si c'est différent, ça veut dire que je ne suis pas sur du bord. Donc à ce moment-là, je vais prendre un espace. Et sinon, eh bien je vais prendre, je vais faire A, je vais reprendre en fait cette expression-là. Voilà. Voilà. Alors, parfois, il faut mettre des parenthèses pour éviter des histoires de priorité. Donc, pour éviter toute ambiguïté, je mets les parenthèses. Alors ça, vous voyez, c'est très pratique. Hein, c'est une sorte de contraction du if. Alors ici, on peut mettre, pardon, pas ici, mais là, on peut mettre des parenthèses sur le test ou pas. Moi, souvent, je les mets. Donc, ça se lit comme ça. Hein. Est-ce que color est différent de color fond de bord? Si oui, je prends ça. Sinon, je prends ça. Et l'expression complète donc, va renvoyer soit cette valeur, soit cette valeur qu'on va récupérer dans lettres. Voilà, et c'est comme ça que, du coup, on remplace le switch. On remplace le switch grâce à quoi? Eh bien, grâce à un tableau et des enums. Hein. Ce tableau ne sera jamais parcouru comme on parcourt par exemple la matrice terrain. Ce tableau sera toujours accédé avec un indice qui correspond à une constante de l'enum. Ce qui fait que l'enum plus le tableau revient à un switch en fait. Donc ça c'est très pratique. Grâce à ça, la fonction d'affichage, en gros, c'est 5 lignes, quoi. Pour ce qui concerne le joueur, on va avoir plusieurs modifications. Tout d'abord, dans la structure du joueur, on va avoir des points de vie à rajouter, donc une variable supplémentaire. Et du point de vue des fonctions, il y aura des modifications à avoir. Donc dans la fonction d'initialisation, par exemple, il faudra initialiser les vies. L'affichage, il y aura maintenant aussi des modifications puisque il va falloir tenir compte du fond sur lequel le joueur se déplace. Pareil pour l'effacement.
Et la fonction run, il y aura pas mal de modifications et fera appel à deux nouvelles fonctions. Sur le fichier joueur.c, la fonction joueur_init n'a pas beaucoup changé. Au départ, on cherche une position au hasard pour le joueur, donc en position XY, et on doit s'assurer que cette position est bien sur du rien. D'où ce while. Et là, ce qui a changé, c'est que l'accès au niveau se fait par niv, le tableau des niveaux, de niveau_num. Et niveau_num, qu'est-ce que c'est? C'est sur niveau.c, la fonction qui retourne le niveau courant. Hein, la variable le niveau est une variable globale au fichier niveau.c, déclarée en statique sur ce fichier et donc visible uniquement sur ce fichier. Alors voilà, donc on accède comme ça c'est le bon niveau, qui est une structure, donc pointer, ça c'est le terrain correspondant, et je regarde si à la position XY, je suis sur du rien. Si c'est supérieur à rien, ça veut dire que je suis soit sur un bord, sur un mur, sur du marais, sur n'importe quoi d'autre. À ce moment-là, je cherche une position en incrémentant soit X, soit Y de 1, jusqu'à en trouver une qui soit sur rien. Une fois que je l'ai, je l'affecte à la position de mon joueur. Le compte, ça n'a pas changé. Je mets le compte à 0, le nombre de tours à 1, puisque je suis sur de rien, on avance de 1 pas à chaque appui sur flèche. Dx, dy, c'est toujours sur 1. La couleur du joueur, je l'ai mis en blanc. Et le joueur, la lettre, c'est 2, toujours la tête. Et le nombre de vies est mis à 10. Ensuite, l'affichage du joueur doit spécifier quelle est la couleur du fond correspondant à la valeur rien. Ce qui est devenu vert d'ailleurs maintenant. La fonction joueur affiche prend maintenant effectivement la couleur de fond pour pouvoir afficher le joueur en respectant la couleur du fond sur lequel il se trouve. Hein, parce que ça sera soit vert, soit jaune, soit bleu, soit mauve pour les marais. Alors, sinon, une fois qu'on a ça, donc ici, ce qui change, c'est toujours la fonction Audrochard, avec le paramètre qui change, c'est celui de la couleur. Donc j'ai la couleur de fond que je vais passer en paramètre ici, plus la couleur du joueur. La couleur du joueur correspondra toujours en fait aux 4 bytes de droite et la backcolor correspond aux 4 bytes de gauche. Hein, on peut les additionner comme ça en fait. Hein, voilà, donc ensuite, une fonction qui s'appelle oprintf que j'ai rajoutée dans la bibliothèque va nous permettre d'écrire du texte sur le même mode qu'on le fait avec un printf normal, mais de façon un peu plus graphique, c'est-à-dire en lui donnant une position, donc une position XY ici, et une couleur, directement. Voilà, donc voilà, là je peux afficher comme ça le nombre des vies, et je l'affiche sur la droite du terrain, en fait, où je pourrais avoir une petite interface pour tout ce qui concerne le joueur. La fonction d'effacement, c'est encore plus simple, puisqu'il y a juste la couleur de fond à lui passer pour savoir de quelle couleur on efface le joueur. S'il est sur de l'herbe, ça sera en vert. S'il est dans le marais, ça sera en mauve, etc. Donc je dois pouvoir lui passer cette couleur. Et là, j'ai juste à passer ça avec le caractère espace, qui est le caractère qui correspond au fond. Donc je vais pouvoir faire un petit carré de la couleur de fond. Dans la fonction joueur_run de cette nouvelle étude, on doit gérer en plus la nature du sol sur lequel le joueur se déplace. Alors, comme dans la précédente, si on appuie sur une touche, on récupère la position courante du joueur, et en plus, on récupère le sol sur lequel il se trouve, en faisant, selon le niveau, donc niv de niveau_num, pointer, py, px, donc à sa position courante, sur quel sol repose-t-il? Ça, je le récupère ici. Et ensuite, je vais actualiser avec cette fonction le nombre de tours nécessaires
au joueur pour faire un pas. Alors cette fonction, elle est très simple en fait. Elle prend justement le sol sur lequel le joueur se trouve, et selon ce sol, eh bien, elle va actualiser le nombre de tours. Donc si c'est rien, s'il est sur du rien, le nombre de tours, ça sera 1. S'il est sur de l'eau, le nombre de tours, ce sera 2. Il faut appuyer 2 fois sur la touche pour faire un pas. Si c'est du feu, 3 fois. Il faut appuyer 3 fois sur la touche pour faire un pas. Et si c'est les marais, il faut appuyer 4 fois sur la touche pour faire un pas. Donc le nombre de tours est à 4. Une fois qu'on a actualisé le nombre de tours, on récupère donc la touche appuyée par celui qui joue et on l'envoie dans un switch. Si la personne qui joue appuie sur Escape, on met la variable fin à 1, ce qui termine le programme. Si celui qui joue appuie sur Return, à ce moment-là, on réinitialise la partie en passant au niveau suivant. Donc on efface toute la console, on passe au niveau suivant, et cette fonction est très simple, c'est la fonction niveau suivant, qui incrémente de 1 la variable le niveau, qui contient en fait l'indice du niveau courant, donc c'est le niveau courant plus 1, je passe au suivant, et modulo niveau max pour être sûr de rester dans les niveaux permis. Ensuite on affiche le nouveau niveau, et on réinitialise le joueur, de façon à ce qu'il soit positionné sur du rien. Alors le mouvement du joueur, bon, le principe est toujours le même, sauf que maintenant, selon le sol, il y aura des petites différences. Par exemple, quand il avance dans l'eau, il perd des vies, etc. Donc premièrement, comme précédemment, on regarde si le joueur bouge. Et cette fois-ci, ça devient très utile. C'est-à-dire que la fonction incrémente de 1 le compteur de tours, et une fois que ce compteur de tours est égal au nombre de tours nécessaires pour faire un pas, à ce moment-là, on réinitialise à 0 le compteur et on met le retour de cette fonction sur vrai. Donc, il ne bouge que si le compteur de tours est égal au nombre de tours à attendre. Alors, si le joueur bouge et si, en cas de mouvement, la position reste dans la matrice. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est la flèche du haut. Donc ça veut dire que si PY, qui est un indice dans la matrice, moins le déplacement, donc joueur.dy, reste supérieur ou égal à 0. Si ça c'est vrai, alors je prends la nature du sol sur lequel arriverait le joueur. Donc c'est niv de niveau num, point terre de py moins joueur dy, px. Donc ça me retourne la nature du sol sur lequel arriverait le joueur. Et là, je vais envoyer cette valeur dans la fonction joueur virtual move, fonction qui va opérer le mouvement. Alors elle prend en paramètre le sol sur lequel peut arriver le joueur, le déplacement, donc là c'est moins joueur.dy, et en entrée-sortie, la position courante récupérée dans PY. Donc là c'est une entrée, mais aussi une sortie, c'est-à-dire que je vais modifier cette valeur à l'intérieur de ma fonction joueur virtual move. Alors cette fonction, elle est assez simple également. Elle prend donc le terrain, la nature du terrain sur lequel on arriverait, le pas d'avancement, c'est-à-dire là par exemple c'est moins joueur.dy, et en entrée-sortie la position courante. Donc là actuellement c'est PY. Donc ici c'est adresse de PY, ce qui veut dire que je vais pouvoir modifier PY dans cette fonction en y accédant via ce pointeur. Donc si le nouveau sol est différent de bord, et également si le nouveau sol est différent de mur. Seulement dans ce cas-là, si les deux sont vrais, c'est-à-dire je ne suis pas sur du bord, je ne suis pas sur du mur, dans ce cas-là, je peux avancer et j'opère le déplacement. Donc je fais étoile POS, j'accède à l'adresse mémoire donnée à POS, donc là j'accède à PY, et je fais plus égal pas, le pas d'avancement. Donc en gros, ça revient à faire PY
plus égal moins joueur.dy. Ensuite, selon le nouveau sol, je vais agir sur la vie du joueur. Donc, si c'est rien, il ne se passe rien. Si c'est de l'eau, je retire une vie au joueur. Si c'est du feu, je retire 2 vies au joueur. Si c'est du marais, je retire une vie au joueur. Donc là, on pourrait faire aussi d'autres paramétrages. On pourrait agir d'une autre façon aussi sur le joueur. Donc je reviens au mouvement. Donc là, on a vu pour la flèche haut. Et le principe sera exactement le même pour les 3 autres flèches. Ce qui va changer simplement, c'est la nature du mouvement. C'est-à-dire pour la flèche du bas, je vais ajouter à py joueur.dy et je vais vérifier que je reste dans la matrice en regardant si c'est inférieur à ty. Si oui, pareil, je récupère le nouveau sol sur lequel arriverait le joueur. J'appelle la fonction virtualMove en lui passant le nouveau sol, le déplacement et l'adresse de py. Pour les flèches horizontales, si on va à droite, c'est toujours le même principe. Si le joueur bouge et si px plus joueur.dx est inférieur à tx, donc je vérifie que je reste dans la matrice. Si les deux sont vrais, il y a mouvement. Je récupère le nouveau sol sur lequel on arriverait et j'appelle la fonction virtualMove avec le nouveau sol, le déplacement et l'adresse de px cette fois. Si on va à gauche, c'est pareil, sauf que là, le déplacement, ça sera moins joueur.dx et que ce déplacement, donc l'opération, le mouvement, devra être supérieur ou égal à 0 pour que le résultat reste dans la matrice. Donc si ça marche, je récupère le nouveau sol, pointer py px- joueur.dx et j'appelle la fonction joueur virtualMove avec le nouveau sol, la nature du déplacement et l'adresse de px. Une fois que tout ça est effectué, comme précédemment dans la première version, si on n'a pas appuyé sur une touche, sur la touche VK Return, parce que si on a réinitialisé la partie, on ne doit pas rentrer, on ne doit pas effectuer cette opération. Et s'il y a vraiment mouvement, c'est-à-dire px est différent de la position courante, ou bien py différent de la position courante initiale. Il suffit que l'un des deux soit vrai pour pouvoir affirmer qu'il y a eu mouvement. Donc dans ce cas-là, on va effacer le joueur à sa position courante selon le fond sur lequel il se trouve. Et là, c'est important d'avoir hold sol, de savoir sur quoi il était quand on est rentré dans la fonction. C'est ce qui va nous permettre de l'effacer maintenant. On récupère la nouvelle position et on l'affiche avec le nouveau sol, avec la couleur du nouveau sol sur lequel il se trouve. Parce qu'il peut être rentré, par exemple, il pouvait être sur de l'herbe et passer à l'eau ou au marécage. Voilà, donc ce qui était différent dans cette fonction par rapport à celle qu'on avait dans la première étude, c'est justement simplement la question des sols. Et en réalité, au niveau algorithmique, ça a soulevé pas mal de petites difficultés. Pour terminer, j'ajoute simplement que sur jeu.c, il n'y a aucune modification. C'est toujours la même chose. Donc, on affiche le niveau, on initialise le joueur pour commencer. Et puis, tant que c'est pas fini, on fait tourner le joueur.